Si vous voulez bien vous lever, nous allons commencer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chair. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Notre-Dame du Bon Conseil, Saint Pie V, Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Nous vous remercions d'être ici présents. Avant de laisser la parole à l'abbé Ricossa, je rappelle, comme à chaque fois, que nous avons l'habitude de laisser l'orateur développer son propos sans l'interrompre. Et les questions, il vous sera possible de poser des questions à la fin de l'intervention, à la fin de chacune des 3 interventions. Nous posons les questions sous forme écrite, ce qui a l'avantage, par exemple, que je les relis à voix haute, tout le monde les entend mieux. Ça a l'avantage que s'il y a des redites, je peux prendre les questions semblables ensemble. Et normalement, nous arrivons à poser toutes les questions écrites, donc n'hésitez pas. Pour poser une question, il vous suffit de lever la main et une personne qui nous aide viendra vous apporter un papier, un stylo. Soit vous posez vos questions à la fin, vous les écrivez sur le papier à la fin, mais je vous conseille de les poser au fur et à mesure et on me les remettra ici et elles seront posées à la fin. Vous pouvez donc pendant l'intervention lever la main et on s'occupera de vous apporter ce qu'il faut. En écrivant vos questions au fur et à mesure, vous serez plus sûr de ne pas les oublier. La première intervention, la première conférence, les origines et la fondation de la secte. À vous la parole, monsieur l'abbé. Merci, monsieur l'abbé. Bienvenue à tous. Alors, je rappelle un petit peu quel est le but de ces conférences, dans quel cadre se réalise. Du moins, la conférence que je vais vous donner, c'est la suite d'une autre, du même genre que j'ai donnée en Italie. Et donc, dans ce cas-là, il s'agit chaque année de choisir un thème dans un cadre plus général qui est celui de la doctrine catholique sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit donc d'étudier soit en positif quelle est que cette doctrine sur la royauté sociale de notre Seigneur, et d'autre part quelles sont les erreurs, les ennemis qui s'y opposent, ce qui est le cas par exemple de la franc-maçonnerie, dont nous allons parler tout à l'heure. Alors il y aura ici à Paris, comme d'ailleurs c'était en Italie, en étudiant ce ennemi capital de l'Église et de notre Seigneur, il y aura 3 instructions qui évidemment ne sont pas exhaustives, dans le sens que sur ce thème on pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Il faut évidemment se limiter. Une première est de caractère historique, c'est-à-dire l'origine de la franc-maçonnerie. C'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure. D'ailleurs, c'est une question assez disputée. Une autre a comme objet la seconde, si quelqu'un survit jusqu'à la seconde, sur la doctrine de l'Église au sujet de la franc-maçonnerie. Donc je parlerai surtout d'une encyclique la plus célèbre, Humanum Genus du pape Léon XIII, mais je parlerai aussi d'un ouvrage que nous avons publié d'Arthur Preuss, Études sur la franc-maçonnerie américaine. Ensuite, ça sera une 3e instruction pour les héros qui sont arrivés jusque-là, qui est plutôt d'actualité, c'est moins sérieux, je dirais, c'est parler, discuter un petit peu entre nous, entre les relations entre la franc-maçonnerie d'une part et le modernisme et le traditionnalisme d'autre part. On se dit, qu'est-ce que ça vaut le traditionnalisme? Eh bien, on pourra en dire quelques mots quand même.
Avant de commencer, je précise que j'ai l'intention de mettre ces conférences et cette journée sous le patronage d'un bienheureux. D'un bienheureux qui a été béatifié par l'Église en 1926 par le pape Pie XI avec 190 autres martyrs. Ce sont les martyrs des Carmes ici à Paris. De ces 191 martyrs, j'en choisis un, donc le 2 septembre 1792, c'est la date de son martyre. S'il s'agit du bienheureux Jacques-François Lefranc. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui, certains certainement, puisque on connaît beaucoup plus le père Baruel, qui a écrit en son temps donc son livre sur le jacobinisme, dans lequel il a dénoncé le complot maçonnique à propos de la Révolution française. Mais il y a aussi un auteur contemporain au père Baruel, et donc à la Révolution, le père Lefranc, qui a écrit, il était eudiste, donc de la congrégation de Saint-Jean-Eudes. Il avait écrit et publié justement au moment de la Révolution, mais un ouvrage, c'est plus ancien, l'origine et la déclaration mystérieuse des francs-maçons. Et puis il y a le voile levé pour le curieux, ou le secret de la Révolution révélé à l'aide de la franc-maçonnerie. 1791-12, c'est-à-dire l'année où il est mort martyr. On peut donc dire qu'il a dénoncé à l'avance les dangers que représentait la franc-maçonnerie et qu'il en est mort victime. Donc il a été massacré par les francs-maçons révolutionnaires. Donc, puisque nous avons un bienheureux parmi ceux qui ont étudié et combattu la franc-maçonnerie, pourquoi ne pas se mettre sous son patronage? Avant de commencer et de me mettre in media res, donc d'aborder mon sujet, qui est plutôt de genre historique, donc ça sera intéressant pour ceux qui aiment l'histoire, un peu moins pour d'autres. Je tiens à préciser certaines choses avant donc de parler de l'essentiel. Ces choses sont les suivantes. Alors, tout d'abord, je ne suis pas, enfin, j'ai pas mal d'ouvrages sur la franc-maçonnerie et je l'étudie depuis pas mal de temps, mais on ne peut pas me considérer comme un expert de ce sujet. Bien sûr, de leur point de vue, je suis un profane, donc je ne suis pas initié à la maçonnerie, bien sûr, encore qu'il y a quelqu'un qui a dit le contraire. Et donc, je ne le connais pas de l'intérieur. Le moindre franc-maçon, peut-être, la connaît mieux que moi. En tant que prêtre, je suis tenu à connaître plutôt la théologie, plutôt que les sectes ennemies. Toutefois, je suis convaincu du fait qu'un bon prêtre doit connaître aussi et bien connaître les ennemis du christianisme, du catholicisme, afin de pouvoir les combattre et ne pas se faire duper par eux. Donc, dans notre action sacerdotale, ou pour vous, de fidèles, de militants du Christ roi, il est nécessaire de pratiquer ce qu'on appelle l'antimaçonnisme, donc de s'opposer à la franc-maçonnerie. Nous allons nous occuper de la franc-maçonnerie, et je me suis occupé de la franc-maçonnerie, en faisant partie, du moins de désir, de tout mon cœur, une école de pensée. Tout d'abord, on est à l'école de l'Église. On va commenter après l'encyclique Humanum Genus, donc l'encyclique sur la franc-maçonnerie du pape Léon XIII. Et puis en plus, nous faisons partie d'une école de pensée des catholiques appelés catholiques intégraux, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le magistère, l'action du grand pape Saint Pie X. Je parle tout d'abord de Monseigneur Umberto Benigni, le fondateur du Sodalitium Pianum, c'est-à-dire l'association Saint Pie V, qui a soutenu l'œuvre de Saint Pie X contre le modernisme, et qui a été aussi un éminent étudiant de la franc-maçonnerie.
À cette école des catholiques intégraux, on peut mettre aussi plusieurs prêtres français. Je cite parmi eux, au temps de Saint-Pédis, Monseigneur de Lassus, l'abbé Barbier, l'abbé l'abbé Boulin, qui a été un collaborateur de la bien connue Revue internationale des sociétés secrètes dirigée par Monseigneur Join. Monseigneur Join ne peut pas être placé dans l'école de pensée des catholiques intégraux, mais quand même a eu le mérite, donc, par cette revue internationale des sociétés secrètes qui a été rééditée récemment, et donc il est à la disposition de ceux qui veulent acheter la collection complète. Évidemment, il faut avoir un portefeuille bien muni. On y trouvera donc des choses vraiment intéressantes. Et l'abbé Boulin, sous le nom de Colmet, sous le pseudonyme de Colmet, collabora et apporta donc la contribution de l'école catholique intégrale à ses études antimaçonniques. Ensuite, la franc-maçonnerie, et c'est toujours dans l'introduction, est une secte, mais il faut comprendre, est une secte dans une plus grande secte, c'est-à-dire elle n'est pas la seule secte qui existe. Il faut distinguer la secte, pour ainsi dire, qu'on peut appeler par les paroles de Saint Jean la synagogue de Satan, et la maçonnerie qui se distingue comme le tout et la partie. La franc-maçonnerie est une partie de cette synagogue de Satan, alors que cette synagogue de Satan est, pour ainsi dire, plus vaste que la franc-maçonnerie. Cette synagogue de Satan qui s'oppose à l'Église existe, je dirais, depuis toujours, depuis qu'existe l'Église, ou même depuis la première révolte de Lucifer, alors que la franc-maçonnerie a une fondation, donc est venue au monde à un certain moment, hélas pour nous. Comme quoi, il y a aussi, non seulement des sectes et des sectaires et des initiés qui ne font pas partie de la franc-maçonnerie, qui sont tout autant dangereux. Et de même, parmi ceux qui s'opposent à raison à la maçonnerie, pas tout le monde s'y oppose pour les motifs, ou exclusivement pour les motifs, ou totalement pour les motifs qui nous poussent à nous opposer à la maçonnerie. Il y a des opposants à la maçonnerie, parmi, je dirais, des nationalistes qui voient justement l'œuvre néfaste de la franc-maçonnerie pour la nation. Il y a des anti-maçons, même parmi des gens qui font partie de cette plus grande secte, si vous voulez, et même il y a des anti-maçons qui en réalité sont des francs-maçons. C'est le comble, mais il y en a. Et donc il faut tenir compte de cela. On en parlera peut-être dans la troisième instruction. Étant donné que la franc-maçonnerie n'est qu'une secte dans la secte, il faut déjà comprendre que la franc-maçonnerie fait partie d'un courant plus vaste qu'on peut appeler par plusieurs noms. Je vous en propose deux. Ésotérisme d'une part, gnosticisme d'autre part. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Par exemple, un initié de renom et un franc-maçon bien connu, René Guénon, dans un article sur la franc-maçonnerie que je trouve ici, il date de 1910, il commence par ces paroles. La gnose, selon le très illustre frère Albert Pike, est l'essence et la moelle, on dit moelle? Moelle de la franc-maçonnerie. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui précède et qui est plus vaste, si vous voulez, de la franc-maçonnerie. Il faut dire, tous les francs-maçons sont, qui plus, qui moins, des ésotéristes. Mais pas tous les ésotéristes sont des francs-maçons. Alors, il faudra comprendre, mais celui-là n'est pas un franc-maçon. Peut-être,
mais s'il est ésotériste, s'il est gnostique, s'il dit les mêmes choses que les francs-maçons, il faut le comprendre dans le même groupe. Ceci d'une part. D'autre part, quand il s'agit de s'opposer à la franc-maçonnerie, il faut, à mon avis, que notre critique soit fondée et soit documentée. Il y a une mythologie maçonnique, soit au sujet de la franc-maçonnerie. Par exemple, les francs-maçons prétendent que le premier maçon était Adam. N'est-ce pas? C'est un peu trop vieux. Soit une mythologie maçonnique contre l'Église, évidemment. Alors ils racontent toutes sortes d'histoires de balivernes contre l'Église. Mais parfois il y a aussi, entre guillemets, une sorte de mythologie anti-maçonnique, c'est-à-dire un antimaçonnisme qui, hélas, n'est pas toujours bien sérieux, qui n'est pas fiable. Et alors cela, au lieu de soutenir notre bataille, lui est nuisible. Et il faut, à mon avis, donc l'éviter. Enfin, une critique à la franc-maçonnerie, qui doit être faite évidemment, peut s'occuper des faits contingents, soit dans le passé, soit dans le présent. Par exemple, il y a des très bons auteurs qui parlent de la maçonnerie et contre la franc-maçonnerie, par exemple, en étudiant le rôle de la franc-maçonnerie dans tel ou tel événement historique, ou bien qui essayent de comprendre qui est ce franc-maçon, quand est-ce qu'il a été initié, etc. Ou bien quel a été le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution américaine, dans la Révolution française, dans la Révolution russe, dans la Révolution italienne, etc. Bon, voilà. Quel est le rôle aujourd'hui de la franc-maçonnerie? Est-ce que le président de la République est-il un franc-maçon, par exemple? Voilà. Alors, tout ceci n'est pas inutile à étudier, c'est même d'une grande utilité. Mais c'est un point de vue. Alors, un autre point de vue qui est utile aussi, et c'est celui que nous allons prendre aujourd'hui, non pas parce que je méprise l'autre, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire, est plutôt d'étudier la franc-maçonnerie non pas d'un point de vue contingent, ce qui intéresse le plus les gens. Genre, après la conférence que j'ai donnée en Italie, quelqu'un m'a dit « Ah, mais vous n'avez pas parlé de la loge P2, de M. Gelli, etc. » Bien sûr, on peut en parler même longuement, mais je dirais, cela signifie se perdre un petit peu dans des détails importants. Mais peu de monde s'intéresse, étudie, connaît qu'est-ce que c'est vraiment la franc-maçonnerie et quelle est sa doctrine. Alors il me semble tout autant utile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'opposent, parfois même sincèrement, à tel ou tel agissement de la maçonnerie, mais ne se rendent pas compte de partager les mêmes idées que la franc-maçonnerie. Alors ils sont contre l'action de tel franc-maçon ou de la franc-maçonnerie, et ils ne comprennent pas que sans le vouloir, peut-être ils partagent plusieurs idées, plusieurs concepts fondamentaux de la franc-maçonnerie. Une façon de bien comprendre ce que c'est que la maçonnerie, c'est d'étudier son origine, puisque l'origine va nous permettre aussi de mieux comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs, si nous avons choisi de traiter cette année de ce thème, la franc-maçonnerie, c'est parce qu'il y a un anniversaire que nous n'avons pas fêté, évidemment. L'anniversaire, c'est celui qui est tombé le 24 juin de cette année. À Londres, il y a eu une manifestation énorme dirigée donc par le duc de Kent, qui est le grand maître de la maçonnerie, pour fêter cela, puisqu'il y a 300 ans, à Londres, justement, le 24 juin 1617, la franc-maçonnerie dite moderne, celle que nous connaissons aujourd'hui, a été fondée. Alors, dans toutes les dates qu'on peut donner pour la maçonnerie, il y a au moins une date certaine, donc un point de départ, c'est celui-là. Alors, vous pouvez, je dirais, par l'imagination, vous déplacer dans la capitale anglaise et jeter votre regard sur la cathédrale anglicane de Saint-Paul, qui a remplacé après l'incendie de Londres l'ancienne cathédrale qui datait donc des anciens siècles.
Alors, cette cathédrale, entre autres, dont a été architecte entre 1675 et 1697, Christopher Wren, mon anglais est pire encore que mon français, Christopher Wren, W-R-E-N, qui a été grand maître de la maçonnerie, avant que la maçonnerie existe. Vous me demandez comment pouvait-il être grand maître de la franc-maçonnerie avant que la franc-maçonnerie existe. Évidemment, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par franc-maçonnerie et de quoi on parle. Ce jour-là, à la sortie de la cathédrale de Saint-Paul, on pouvait voir, n'est-ce pas, une taverne, comme on dit, oui, taverne, auberge. Une auberge, une taverne, qui s'appelle, donc traduit en français, à l'oie et aux grilles. Le grille là pour rôtir quelque chose, n'est-ce pas? Et on sait se conserver dans cette taverne-là, n'est-ce pas? Eh bien, ce jour-là, se réunirent dans cette taverne, dans cette auberge, les francs-maçons de 4 loges de Londres, en suivant un accord qu'ils avaient pris déjà l'année précédente dans l'auberge du Pommier à Covent Garden, n'est-ce pas? À cette occasion-là, le 24 juin, donc la fête de Jean-Baptiste, les 2 Jean, parce que c'est le Kinos, le solstice, etc., bien, on décida d'élire le premier grand maître de cette loge nationale, si vous voulez, un capitaine Anthony Sayer, dont on ne sait presque rien d'autre, qui n'a pas eu un grand rôle. Et on a fondé, en ce moment-là, ce que l'on appelle la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais déjà, nous comprenons par le fait que 4 loges se sont réunies ce jour-là, qu'il y avait déjà des loges auparavant. Voilà. Alors, il y avait, par curiosité, n'est-ce pas, cette loge même de l'Oie et du Gris, n'est-ce pas, qui se réunissait près de la cathédrale de Saint-Paul, la loge The Crown, qui se trouvait à Parker Lane, The Apple Tree, donc l'arbre de la pomme en Covent Garden, et puis The Rammer and Grapes, n'est-ce pas, à Westminster. Le récit de cette première réunion nous est donné par le pasteur protestant James Anderson, qui était absent d'ailleurs, celui qui a rédigé les premières constitutions maçonniques en 1723. À partir de ce fait, on peut se poser certaines questions sur l'origine de la franc-maçonnerie. Alors tout d'abord, des questions du point de vue de la doctrine. Quelles sont les origines doctrinales de la franc-maçonnerie? Quelles étaient les idées qui animaient ces hommes qui se sont réunis ce jour-là et qui nous font tant de problèmes aujourd'hui? Et puis, quelles sont les origines d'un point de vue historique? Et c'est justement ce dont nous allons parler. Qui étaient donc ces maçons qui fréquentaient ces auberges et qui ont fondé la Grande Loge d'Angleterre? Et aussi, une autre question. Comment, de ces quelques auberges et tavernes de Londres, ont-ils pu, en quelques années, initier les plus grands monarques d'Europe à leur association et fonder des loges partout? Parce que vraiment, en quelques années, en quelques dizaines d'années, la franc-maçonnerie a eu un essor absolument étonnant. Si l'on pense, par exemple, que la franc-maçonnerie a été fondée dans les États impériaux en 1726 déjà, à Prague, c'est pas au hasard que c'était à Prague, il y avait une longue tradition.
En Allemagne en 1737 à Hambourg, en Autriche seulement en 1742, mais on verra, au Portugal 1727, en Espagne 1728, en Italie vers le 1730, il faut voir l'Italie, il y a plusieurs États différents, n'est-ce pas? Mais à Naples, ils étaient déjà en 1730. Et il faut penser que, en 1731, le pasteur des Aguliers, nous allons voir qui il était, initia personnellement en Hollande François Ier, duc de Lorraine, futur époux de l'impératrice du Saint-Empire Marie-Thérèse, ce sont les parents de la reine Marie-Antoinette, et lui-même, des Aguliers, c'est celui qui a initié le prince de Galles, donc l'héritier du roi d'Angleterre. Frédéric II, roi de Prusse, a été initié à la maçonnerie en 1738. Par contre, c'est disputé, certains l'affirment, d'autres le mettent en doute, que Louis XV aussi aurait été initié en 1739. Certainement, il y avait une loge à Versailles. On connaît en peu de temps, en France, le nom de plusieurs princes du sang qui ont été initiés. Par exemple, quand Philippe de Bourbon, duc de Orléans, appelé plus tard Philippe Égalité, celui qui a voté la mort du roi Louis XVI, et qui avait été initié en 1773, n'est-ce pas, est devenu le grand maître, il avait été précédé déjà par plusieurs membres de la maison de Bourbon. Le prince de Condé avait été initié aussi, le prince de Conti, le comte de Clermont, qui était de Bourbon aussi. C'est pourquoi on peut se dire que ce passage, ce bond d'une auberge de Londres aux plus grandes et puissantes cours d'Europe est vraiment étonnant. Qui étaient donc ces francs-maçons de 1717? Alors, étudier certains d'entre eux, évidemment, on ne peut pas les voir tous, et puis quelqu'un aussi qui n'était pas de 1717, mais peu après, c'est intéressant. J'ai choisi 4 personnages, ce qui nous donnera une idée, après quoi on est autorisé à se poser cette question: est-ce que la franc-maçonnerie existait déjà avant 1717? Le premier personnage qui nous vient à l'esprit n'est pas en réalité si important qu'on le pense, mais je vous en parle quand même. Il s'appelle de James Anderson, un pasteur protestant, écossais, presbytérien, c'est-à-dire un calviniste. Il était né en 1680, il est mort en 1739, c'est-à-dire une vingtaine d'années après la fondation de la franc-maçonnerie. Il eut droit à des funérailles maçonniques. Donc il y avait déjà des funérailles maçonniques. En 1709, ce pasteur Anderson s'occupait des protestants français émigrés en France après la révocation de l'édit de Nantes ou quelque chose de ce genre. Donc c'est à cette occasion-là qu'il connaît le pasteur des Aguliers, qui lui était français. En 1721, la Grande Loge, qui vient d'être fondée, le charge de rédiger les constitutions de la maçonnerie. Le travail est achevé en 1723 par Anderson. Ces constitutions sont révisées en 1738. C'est à ce moment-là qu'on insère dans les constitutions maçonniques dites de Anderson, donc on parle de lui, cette affirmation curieuse: le franc-maçon est un vrai noachide. Qu'est-ce à dire, un vrai noachide? Le noachisme, c'est une doctrine inconnue à l'Ancien et au Nouveau Testament. Pas un mot dans l'Écriture sainte. Mais pourtant, ce mot se rapporte à Noah, c'est-à-dire Noé. Alors, cette doctrine
se trouve non pas dans les Écritures, mais dans les écrits rabbiniques, la doctrine rabbinique, pour laquelle les Juifs participeront au royaume messianique en tant que prêtres et rois de ce royaume messianique. Alors que les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, pourront participer à ce royaume messianique qui est le salut du point de vue des juifs rabbiniques, non pas en tant que roi, le roi c'est le juif, non pas en tant que prêtre, le prêtre de l'humanité c'est le juif, mais en tant que, je dirais, collaborateur. La loi de Moïse étant réservée aux juifs, les gentils doivent suivre, pour participer à ce royaume messianique, dans une condition, évidemment, comme je viens de vous décrire, inférieure, la loi de Noé, c'est-à-dire 7 préceptes, dont l'un, qui est contre l'idolâtrie, considère que les chrétiens sont exclus de cette loi noachide étant idolâtres, puisqu'ils reconnaissent la divinité de Jésus-Christ. De cette loi noachide de seul salut pour les non-juifs a longuement parlé, bien après donc la fondation de la maçonnerie, un célèbre rabbin de Livourno, en Italie, Livorno, qui était très proche de la franc-maçonnerie locale, Elie Benamozeg. Et récemment encore, il y a quelques années, on en a parlé dans Sodalitium, le rabbin-chef de Rome, Riccardo Di Segni, a expliqué au prélat de l'Église, au prélat pour ainsi dire de l'Église, n'est-ce pas, ces lois noachides, en proposant aux chrétiens de devenir des noachides, ce qui inclut le fait de renoncer à proclamer la divinité de Jésus-Christ, ou du moins à considérer que cela, je dirais, est comme quelque chose d'indispensable. On comprend alors mieux déjà qu'est-ce que ça veut dire que le franc-maçon est un noachide. Dans ces constitutions d'Anderson, on lit aussi les 2 premiers points concernent, ici on commence à parler déjà de la doctrine de la maçonnerie, mais c'est une doctrine extérieure, je dirais, c'est pourquoi j'en parle en parlant des origines. En franc-maçonnerie, en loge, dit-on, on ne parle ni de religion ni de politique. En réalité, on ne parle que de religion et de politique, n'est-ce pas? Mais le principe est, il ne faut parler ni de religion ni de politique. Pourquoi on dit cela? Qu'est-ce que ça signifie? Les 2 premiers articles des constitutions maçonniques d'Anderson concernent le premier, la religion, et le deuxième, la politique. Et il y est dit, par exemple, que ici, j'ai le texte italien, donc je vais faire une traduction de l'italien au français d'un texte anglais, excusez-moi. Un franc-maçon est tenu par sa condition à obéir à la loi morale. S'il entend droitement l'art c'est la maçonnerie, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux. Mais bien que dans les anciens temps, les francs-maçons étaient obligés dans chaque pays à professer la religion de ce pays et de cette nation, quelle qu'elle fût, aujourd'hui, toutefois, on pense plus convenable les obliger seulement à cette religion dans laquelle conviennent tous les hommes, laissant à chacun d'eux leurs opinions particulières. Être des hommes bons et sincères, des hommes d'honneur et d'honnêteté, lesquels, quelle qu'elle soit leur dénomination ou persuasion, qui puissent les distinguer. C'est pourquoi la franc-maçonnerie va devenir le centre d'union et les moyens pour concilier une sincère amitié entre des personnes qui, autrement, seraient restées toujours éloignées l'une d'elles. On y voit déjà très bien l'esprit de la franc-maçonnerie.
Tout d'abord, la franc-maçonnerie est une religion. On va voir cette question après. Puisqu'il dit que le franc-maçon n'est tenu à professer aucune religion, sauf celle dans laquelle tous conviennent. C'est quelle religion dans laquelle tout le monde convient? C'est la religion de la franc-maçonnerie qui va unir tout le monde. Alors que les autres religions vont diviser. Les religions divisent, la franc-maçonnerie unit. D'autre part, on ne va pas explicitement contraindre un profane qui va devenir franc-maçon à abandonner sa confession religieuse, à une condition: d'être disposé à s'unir avec gens de n'importe quelle religion. Donc vous pouvez garder votre religion à condition de ne pas tenir que votre religion est la seule vraie, la seule qui peut nous permettre de nous unir. Enfin, la franc-maçonnerie va unir donc des hommes de n'importe quelle religion. C'est donc dès le début, dans la franc-maçonnerie, on va creuser cette idée, dès le début, une idée que l'on pourrait appeler aujourd'hui écuménique, donc d'union des religions et des confessions, qui avait été déjà soulevée, proposée un siècle auparavant par les Rose-Croix, lequel voulait unir tous les sectes et les confessions protestantes dans quelque chose qui pouvait les unir toutes, c'est-à-dire l'ésotérisme. Et justement, Anderson était influencé par Comenius, qui était un personnage du courant rosicrucien, un hussite, un frère bohème, et donc cela nous rapporte déjà à une autre histoire et à une origine plus éloignée. Un deuxième personnage de ce courant plus important qu'Anderson, c'est le pasteur Jean-Théophile des Aguiliers. Il est mort en France en 1683 d'un pasteur calviniste, donc un huguenot, on dirait, qui a dû, après la révocation de l'édit de Nantes, quitter la France et se rendre en Angleterre. Il va étudier à Oxford, être ordonné en 1610 prêtre, entre guillemets, anglican. Il changeait de religion comme si rien n'était. Et il va devenir en 1614 un membre de la Royal Society. Alors là aussi, pour l'origine de la franc-maçonnerie moderne, cette Royal Society, c'est-à-dire cette société de savants, de scientifiques fondée par le roi Charles II, un Stuart, est d'une importance capitale. Étant donné qu'à ce moment-là, la Royal Society était sous l'influence prépondérante d'un personnage qui en faisait partie, qui était bien connu, Newton. Et des Aguiliers, il fait partie de l'ambiance de Newton, un personnage dont il faudra parler pour comprendre la maçonnerie moderne et la maçonnerie ancienne. Des Aguiliers, 2 ans après la fondation de la franc-maçonnerie dite moderne, 1619, va devenir le grand maître de la Grande Loge de Londres. Et comme je vous ai dit, c'est lui qui a initié Frédéric le prince de Galles et le duc de Lorraine, le futur empereur du Saint-Empire, François Ier. Nous pouvons donc déjà dire, pour nous arrêter à ce moment de notre discours, que la franc-maçonnerie, à ses débuts, a une ambiance protestante, illuministe, avec Newton on est dans le monde des Lumières, et newtonienne. Donc justement, il faut chercher dans la Royal Society une origine anglaise, 18e siècle, rationalisme, mais aussi un attrait vers une tradition occultiste et spiritualiste. Puisque on peut anticiper, puisqu'on a parlé de Newton, on peut dire à nouveau, avant quelques mots
à propos de ce grand scientifique. Eh bien, Newton, selon l'économiste anglais John Maynard Keynes, qui a écrit à son sujet en 1942, il n'était pas le premier scientifique de l'âge de la raison, il a été plutôt le dernier des magiciens. Donc, un homme comme Keynes qui nous dit Newton n'est pas le premier des scientifiques modernes, il est le dernier des magiciens. Le dernier, je ne sais pas. Ce n'était pas le dernier d'une longue série. On est étonné, en connaissant mieux Newton, qu'il était passionné d'alchimie, d'astrologie, des Rose-Croix. Il avait les ouvrages des principaux écrivains dans ce courant, Thomas Vaughan, John Dee, Michael Mayer, Robert Flood, Paracelsus, Cornelius Agrippa, avant plus ancien que les Rose-Croix, la tradition hermétique du Trismégiste, plus ancien Raymond Lull, Elias Sagemoll, etc. Ensuite, Newton était officiellement anglican comme tout le monde, en Angleterre bien sûr. Mais en réalité, il était unitarien, ou si vous voulez, socinien. Les frères, les deux Sozzini, oncle et neveu, étaient des protestants italiens du XVIe siècle, au temps de Martin Luther, qui ont apporté à ces dernières conséquences la rébellion de Luther. Il y a un mot qui dit sur le tombeau de Socini ou Sozzini, il est écrit, si je me rappelle bien, je cite de mémoire, Luther a détruit les toits, Calvin les murs, et moi, Socini ou Sozzini, j'ai détruit les fondements de l'Église. Et Luther encore vivant, ces protestants-là étaient arrivés au bout de la logique jusqu'à nier la divinité de Jésus-Christ et la Trinité. Donc ils proposaient un christianisme rationaliste, un christianisme déiste, un christianisme négateur de la Trinité, et pour cela il disait unitarien, parce qu'il revenait au monothéisme juif, antichrétien. Eh bien, c'était donc des ariens. Et ce magicien, tout en étant scientifique Newton, mort en 1727, était donc adhérent de cette secte, avec une haine inassouvie contre la grande prostituée, c'est-à-dire l'Église catholique, dont il annonçait par des calculs astrologiques la chute, se fondant sur Daniel, l'Apocalypse, etc. Un peu comme les témoins de Jéhovah. On aurait du mal à penser qu'un scientifique était une sorte de témoin de Jéhovah, mais on peut dire, au moins de ce point de vue-là, qu'il en était ainsi. Et c'est dans son ambiance que va naître la franc-maçonnerie moderne. Le déisme apparent de la franc-maçonnerie, en réalité nous allons voir que c'est bien pire que le déisme, mais le fait qu'Anderson dit que le franc-maçon n'est pas un athée stupide, certains disent on peut être très bien athée pourvu qu'on ne soit pas d'une façon stupide. On va voir quel est le dieu de la franc-maçonnerie. En réalité, le dieu de la franc-maçonnerie, ce n'est même pas le dieu des philosophes. C'est, si on veut, le dieu des magiciens, c'est tout autre chose. Et il peut être même l'athéisme. En tout cas, le Dieu qui est affirmé par la franc-maçonnerie, pour le moment, tel qu'il se présente, c'est ce Dieu des déistes sociniens. Ce n'est pas un Dieu chrétien, ce n'est pas la divinité de Jésus-Christ, ce n'est pas la révélation.
Un autre personnage qui nous intéresse de ces premiers francs-maçons, c'est le docteur William Stockley, lui aussi membre de la Royal Society, médecin, archéologue, scientifique, initié en 1720-1721. Il a été lui aussi ordonné, entre guillemets, prêtre anglican. Mais on est étonné, mais il ne faut pas s'étonner en réalité, qu'un prêtre, entre guillemets, anglican s'occupe des mystères du druidisme et s'initie non seulement à la maçonnerie en 1720, mais même avant, en 1717, la même année de la fondation de la franc-maçonnerie, à une autre société secrète. Cette société secrète est l'Ancient Druid Order, fondée par John Toland, un apostat, panthéiste, matérialiste, libre penseur, auteur d'un ouvrage qui dit tout, le christianisme sans mystère, et du panthéisticon, en ritualité d'une société socratique, traducteur de Giordano Bruno, l'hérétique brûlé en 1600 et vénéré par les francs-maçons comme précurseur, inspirateur du baron de Holbach, culteur de la martyre païenne Hypatia tuée soi-disant par les chrétiens, culteur des républicains anglais de la révolution de Cromwell, etc. John Toland, voilà, il était tout cela. Eh bien, ce prêtre, entre guillemets, anglican Stockley, n'est-ce pas, il était aussi un druide, donc un magicien païen. Il était pour la renaissance du paganisme. Le néo-paganisme, qui est à la mode aujourd'hui, trouve, je ne dis pas une date de naissance, mais certainement un moment important de son développement à la naissance, à l'aube, au berceau de la franc-maçonnerie, dans la même ambiance. Alors, ce docteur Stockley, qui était aussi un franc-maçon évidemment, a été le premier biographe enthousiaste de Newton. En plus que le successeur aussi de John Toland dans l'ordre druidique. Alors cela nous donne déjà une idée. Étaient-ils des rationalistes? Certainement, illuministes, rationalistes, déistes. Et pourtant, dans le même temps, nous les voyons jouer aux druides, à la magie, à l'astrologie, à l'alchimie. Alors, étaient-ils rationalistes ou bien c'était des gens qui croyaient à n'importe quoi? Les deux. Les deux, justement. Ce sont les deux faces de la maçonnerie. Il n'y a pas de francs-maçons rationalistes et de francs-maçons magiciens. Tout franc-maçon est les deux choses à la fois. S'il est un véritable franc-maçon qui a compris ce que c'est que la maçonnerie, c'est les deux choses à la fois. Et ces personnages que nous avons étudiés nous le font comprendre si bien. Dernier personnage dont je veux vous parler, qui n'était pas là en 1717, qui est venu après, mais qui mérite vraiment le titre d'être l'un des fondateurs de cette maçonnerie moderne. C'est le chevalier de Ramsay. André Michel de Ramsay, né en 1686, mort en 1743. Bernard Failly, dans son livre sur la franc-maçonnerie, et aussi ici je traduis de l'italien alors que Bernard Failly écrit en français, le chevalier Ramsay fut un noble écossais qui n'a jamais vécu en Écosse et qui n'était pas noble. Son titre nobiliaire n'avait de valeur que dans l'industrie. Il fut un jacobite, c'est-à-dire un partisan des rois Stuart qui avaient été expulsés de l'Angleterre puisqu'ils avaient fini par se convertir au catholicisme. Catholicisme, mais enfin. Il fut un jacobite que le roi George II protégea. George II était le roi de l'autre dynastie, la dynastie protestante des Hanover, ennemi mortel des jacobites. Alors on voit un jacobite protégé par ses ennemis. C'est que la franc-maçonnerie réunit dans les loges
les gens de religions différentes et les gens de politiques différentes. Dans le monde profane, ils sont ennemis. Dans le monde des initiés, ils sont des frères. Toujours Bernard Failly sur Ramsay. Il était un catholique dont le cœur demeura toujours protestant et l'intelligence païenne. Un franc-maçon qui n'a pensé qu'au christianisme, un apôtre de la vérité qui a menti jusqu'au son lit de mort, n'est-ce pas? Bon. Alors, c'est une description humoristique, brillante, curieuse, de ce chevalier qui n'en était pas un. Son curriculum est tout aussi intéressant. Nous le trouvons en France, en 1609, lui qui était écossais, comme secrétaire personnel de Fénelon, l'archevêque de Cambrai, le pédagogue du dauphin. Et il a été aussi, tout de suite après Fénelon, le secrétaire de Madame Guyon, qui était la grande amie de Fénelon, et qui entraîna cet archevêque dans l'hérésie mystique, spiritualiste du quiétisme. Une hérésie qui était née en réalité en Espagne avec Molinos et qui s'est diffusée en France dans une forme plus modérée avec Madame Guyon et Fénelon. C'est Fénelon qui a converti, pour ainsi dire, au catholicisme son franc-maçon. Et ce franc-maçon a été le premier biographe de Fénelon. Alors il se rendait des services l'un l'autre. Ce chevalier de Ramsay s'était rendu, avant de connaître Fénelon, en Hollande en 1706, lors de la guerre de succession espagnole, vraisemblablement comme espion du gouvernement anglais. C'est là qu'il connaît un certain Pierre Poiret, un mystique entre guillemets protestant, influencé par les théologiens Renan, par exemple Meister Eckhart, qui est l'un des luminaires des saints patrons de tous ces ésotéristes chrétiens, et aussi Jacob Böhme, qui est un autre faux mystique ésotériste luthérien. Et puis, il y a toujours une voyante, une certaine Antoinette Bourignon. Il connut aussi Élisabeth, ou plutôt il était passionné, si vous voulez, de Élisabeth de Hereford. Qui était-elle? Elle était la nièce du roi d'Angleterre, Jacques Ier Stuart, et la fille du Frédéric du Palatinat et de Bohémie et de Elizabeth Stuart. Ce couple royal, Frédéric du Palatinat, roi de Bohémie pour une année, et Elizabeth Stuart, était le couple rosicrucien. Nous allons en parler. Elle était, cette abbesse de Hereford, amie de Descartes et des Quakers aussi. Eh bien, tout ce monde-là est le monde fréquenté par le chevalier de Ramsay. En 1624, le chevalier de Ramsay rencontra à Rome le roi Jacques II Stuart exilé. C'était le roi catholique, protégé par le roi Soleil, exilé donc à Rome, mais qui, drôle de catholique, partout où il allait, il implantait des loges maçonniques, mais des loges maçonniques catholiques, s'il vous plaît. Comme quoi, le chevalier de Ramsay devint le précepteur de l'héritier au trône, Charles Edward Stuart. Enfin, Ramsay, tout catholique qu'il était, fut initié en 1730 à la loge de Horn, la même loge qui initia Montesquieu et de Sade, les deux beaux personnages, n'est-ce pas? Voilà. Ami de Anderson, membre lui aussi, Ramsay, de la Royal Society, qui était l'association publique de la monarchie, alors qu'il était lui-même catholique, soi-disant, et jacobite, donc ennemi du gouvernement. Son célèbre discours à la loge de Saint-Jean, le 26 décembre 1736,
inaugure dans la maçonnerie ce que l'on appelle l'écossisme. On dit comme ça, écossisme, scozzesisme. Donc, le fait que la franc-maçonnerie va se relier non plus tellement à ses origines, je dirais, d'architecte et de maçon, mais plutôt à une autre mythologie, celle des chevaliers, et particulièrement des Templiers. Nous devons au chevalier de Ramsay, qui diffuse la franc-maçonnerie en France, le mythe des chevaliers du Temple qui doivent donc instaurer une république universelle et une encyclopédie de toutes les sciences et de tous les arts. Ça va être l'encyclopédie que l'on connaît, d'Alembert, etc. Voilà donc ces drôles de personnages que nous trouvons au berceau de la maçonnerie moderne. Mais avant, nous pouvons dire que la maçonnerie existait avant la maçonnerie, au moins d'une certaine façon. Quand en 1617 est fondée la maçonnerie que nous connaissons aujourd'hui, ne sont passés que 15 ans des démissions d'un précédent grand maître catholique, Christopher Wren. C'est l'architecte de Saint-Paul. Il était catholique, il était stewardiste, c'est-à-dire lui aussi pour la monarchie des Stuarts. Mais il était dans le même temps influencé par les Rose-Croix. Un autre soi-disant catholique, un autre soi-disant qui a été grand maître de la maçonnerie avant la fondation de la maçonnerie, était Charles Lennox, duc de Richmond, le fils illégitime du roi Charles II. Mais même l'autre dynastie, Guillaume III d'Orange, était un franc-maçon avant la lettre. Passons et voyons quelqu'un de vraiment intéressant. Il y a deux scientifiques, un scientifique et un homme politique, qui rentrent en maçonnerie avant la fondation de la maçonnerie et qui ne connaissent pas du tout les briques et le travail des véritables maçons qui bâtissent des maisons, des cathédrales, des églises, ce que vous voulez. Robert Morey, l'un des futurs fondateurs de la Royal Society, entre en maçonnerie en 1641. Elias Ashmole, A-S-H-M-O-L-E, mort en 1692, rentre en maçonnerie le 16 octobre 1646. Il était lui aussi monarchiste, supporteur de la dynastie catholique entre guillemets des Stuarts, comme l'architecte Christopher Wren, mais il rencontra en loge son cousin qui était un républicain acharné. Encore une fois, on trouve en loge ensemble ceux qui sont divisés par la vie profane. Cet Elias Ashmole est un personnage absolument intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il était, et cela c'est absolument avéré, il était un culteur de la magie, de la sorcellerie, de l'alchimie rosicrucienne. Il y a un livre que je conseille d'une certaine façon, ici c'est en italien mais je pense que ça a été traduit dans toutes les langues, de Francis Yates, L'illuminisme de Rose-Croix. Cet auteur est un auteur qui a sympathie ésotériste, c'est le moindre que l'on puisse dire. Mais c'est un auteur sérieux, dans le sens qu'il a bien étudié et à fond justement le phénomène des Rose-Croix. Il en a décrit toute l'historique et il a décrit aussi donc les contacts entre les Rose-Croix et ce personnage, c'est-à-dire Elias Ashmole, dont nous parlerons encore. En franc-maçonnerie donc, il faut se rappeler quelle était la situation politique en Angleterre à ce temps-là. Il y avait des jacobites, donc des tenants de la dynastie Stuart, et des gens hannovériens tenant de la dynastie Hanover, celle qu'il gouverne encore aujourd'hui.
qui se retrouvaient en loge. D'ailleurs, cette famille Hanover venait de Stuart aussi, par voie de femme. De même, en maçonnerie, on retrouve des gens de différentes religions. Ils se retrouvent dans les loges. On y pratique le principe de l'égalité qui était des corporations anciennes, de la tolérance entre catholiques et protestants et déistes, entre hannovériens et stuardistes, de la liberté dans la discussion, de la fraternité, puisqu'on initie personne de toute religion, de toute parti politique, de tout rang social, même des non-chrétiens. Donc, c'était vraiment la réalisation de ces principes au couvert du secret initiatique. Quelles sont alors les origines de la maçonnerie? On a vu donc quel était le climat en cette période. Je peux vous donner une citation d'un autre auteur sympathisant de la maçonnerie mais historien sérieux qui s'appelle Frankovic, il est italien malgré le nom. C'est de ce contraste entre catholiques et protestants, entre Stuart et Orange, avant entre le roi et le parlement, que la libre maçonnerie, la franc-maçonnerie anglaise, va choisir le chemin de la tolérance religieuse, en offrant à tous les frères, indépendamment de leur confession de foi, la protection du secret et l'aide de la fraternité maçonnique. De lors que l'on rentre dans une loge, les frères oublient tout ce qui les divise dans le monde profane. Ils oublient les contrastes religieux. Ils reconnaissent dans le grand architecte de l'univers le véritable Dieu qui est supérieur à celui de toute religion révélée. Ce n'était certainement pas une découverte maçonnique, c'était plutôt la réalisation des principes philosophiques professés dès la réforme protestante par des penseurs isolés comme Châtillon et de certains groupes minoritaires comme les Sociniens et Rosecroix. C'est de cette loge, et c'est la loge maçonnique qui dans la vie sociale offre pour la première fois l'exemple concret d'hommes de foi différentes, unis par le lien de la fraternité dans la même discipline. Il faut souligner que les loges offraient aussi un point de réunion, non seulement pour des pourparlers diplomatiques, des accords, mais aussi pour une action d'espionnage, dont se servira abondamment le gouvernement anglais. Ceci dit, ces maçons du début, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, quelles étaient, selon eux, leurs origines? À quel mythe ils se rattachaient? Anderson, dans les constitutions de 1723, nous donne une sorte de généalogie maçonnique. Elle commence par Adam, et puis étonnement. Nous ne trouvons pas Abel, mais Caïn. C'est singulier. Et puis on retrouve aussi Tubal-Caïn, un descendant de Caïn, et le mot Tubal-Caïn, c'est l'un des mots de passe des premiers degrés de la maçonnerie. Comment se fait-il que Caïn et Tubal-Caïn, donc une tradition caïnite, se retrouvent en maçonnerie? On le comprend non seulement parce qu'ils sont, je dirais, les commenceurs du progrès scientifique matériel, mais aussi parce qu'il y a dans le gnosticisme le plus ancien, depuis toujours, une sorte de culte pour les personnages négatifs, pourrait-on dire les personnages démoniaques de l'histoire religieuse, dont le rôle est renversé. Ceux qui étaient mauvais sont bons, ceux qui étaient bons sont mauvais. Il ne faut donc pas s'étonner de retrouver Caïn parmi les ancêtres de la maçonnerie, au dire de la maçonnerie elle-même. On a encore beaucoup de temps. 5 minutes. 5 minutes pour développer presque tout ce qu'il faut dire. Bon. Alors je coupe et je passe. Alors, nous avons à l'origine de la maçonnerie beaucoup d'hypothèses. On est arrivé à en compter 12.
elles ne sont pas toutes vraies, évidemment, mais toutes expriment quelque chose de l'idée des francs-maçons. La religion primitive, les mystères païens, le temple de Salomon avec la légende d'Hiram, les Templiers, les anciens collèges des architectes romains, les corporations médiévales, les Rose-Croix, les républicains du XVIIe siècle en Angleterre, ou parfois aussi, au contraire et à l'opposé, les Stuarts catholiques, et puis nous avons nos déistes. On peut résumer les ascendances, je dirais, à 3 sources. Évidemment, ce sont des sources, je dirais, symboliques qui ne sont pas la maçonnerie, et qui sont les corporations du Moyen-Âge, les Rose-Croix avec leur tradition hermétique et alchimique, et puis la mythologie des chevaliers du Moyen-Âge, donc des Templiers. On remarquera tout d'abord qu'au moins 2 de ces 3 courants, si vous voulez, sont tout à fait catholiques. La chevalerie du Moyen-Âge, c'est la christianisation du métier des armes. Et les corporations du Moyen-Âge sont la christianisation du monde du travail. Il n'y a là rien de mauvais. Les francs-maçons, d'ailleurs, essayent d'exploiter cela en disant les corporations du Moyen-Âge, c'était nous, c'était déjà des francs-maçons. Les cathédrales, c'est nous qui les avons bâties, ce n'est pas vrai. Hein, ce sont des vantardises. Hein. La chevalerie, Saint-Bernard, c'est nous. C'est blasphématoire, c'est une offense pour Saint-Bernard, etc. Mais évidemment, comme aujourd'hui, de même dans les anciens temps, les ennemis de l'Église ont toujours essayé de s'infiltrer dans ce qui est bon pour dévier quelque chose qui est bon vers quelque chose qui est moins bon ou qui est carrément mauvais. Des corporations anciennes, les francs-maçons ont repris, je dirais, beaucoup de leur je dirais, symbolisme extérieur. Par exemple, le compas, le caire, le fil plomb, le jet, qui peut signifier aussi géométrie, pas seulement, les 3 premiers degrés, le système des degrés et du secret qui est un secret professionnel, donc les apprentis, les compagnons et les maîtres qui étaient l'architecte, l'idée même de loge qui était ces cabanes que les constructeurs faisaient à côté de leur construction, leur chantier de travail, le mythe d'Hiram et du temple de Salomon, certains serments, certains secrets professionnels, je vous ai dit. Peu à peu, de cette maçonnerie que l'on appelle opérative, de véritables maçons et de véritables bâtisseurs qui étaient des catholiques, en Angleterre, où le catholicisme a été détruit, n'est-ce pas, s'est infiltré des éléments différents. Il faut dire toutefois que même parmi les bâtisseurs du Moyen-Âge, il y avait parfois des infiltrations mauvaises. Monseigneur Benigni, par exemple, nous dit, en parlant de certains bâtisseurs même du Moyen-Âge, nous avons vu des francs-maçons, c'était des maçons qui étaient des véritables maçons, n'est-ce pas, qui bâtissaient, qui étaient francs parce qu'ils avaient des libertés, n'est-ce pas, dissimuler des figures satiriques contre la hiérarchie, les prêtres, les moines, les moniales, dans les cathédrales, dans les églises. Nous voyons parfois, avec étonnement, qu'il y a des pasteurs spirituels avec des têtes de loup, des moniales dans des attitudes impudiques. Eh bien, ce n'est cela que l'écorce d'un tronc maudit, écorce qui ne connaissait peut-être parfois le tronc, mais qui n'en était pas moins réel, c'est-à-dire l'influence de ce tronc. Ce tronc, pour Monseigneur Benigni, mais pour René Guénon aussi, qui est un franc-maçon, étaient les Juifs. Étant donné que les anciens bâtisseurs, les maçons, étaient des gyrovagues, ils se transféraient à droite à gauche. René Guénon dit même qu'il y a, c'est son avis à lui, bizarre peut-être, mais ça m'a frappé, trois sortes de personnages gyrovagues dans les anciens temps qui se ressemblent, que lui il met ensemble. Les gitans, les juifs, les francs-maçons, anciens évidemment, les bâtisseurs.
C'est pourquoi donc il n'est pas impossible que les Juifs aient commencé par infiltrer un certain poison antichrétien qui, dit Monseigneur Benigni, a jamais pu mettre dans la tête de ce bâtisseur cette fable sémitique d'Iram, peuple élu, qui fabrique le temple de la liberté, l'égalité et la fraternité. Ça c'est le commentaire de Monseigneur Benigni. Tuer Iram par Salomon, le pouvoir central dont la veuve d'Iram, la secte, sauva ses enfants en les dissimulant et en passant de génération en génération le secret d'Iram. Voilà, peu à peu, ces bâtisseurs véritables, réels, qui au fond étaient des catholiques, même si quelqu'un était mal influencé, a commencé à accepter dans ces loges des gens qui n'étaient pas des bâtisseurs. On les appelle acceptés. Bientôt, ces gens-là, qui cherchaient au repère des secrets maçonniques un asile pour leurs idées évidemment occultistes, illuministes, comme les Rose-Croix, n'est-ce pas, ils ont complètement détourné les anciennes corporations. La tradition des Rose-Croix est la deuxième. Alors, pour cela, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. J'en ai parlé déjà dans la conférence sur les guerres de religion. En 1614-1615, il y a les fameux affiches Rose-Croix qui font connaître au monde entier la naissance de cette secte. Ils ont eux aussi un mythe, non pas le mythe d'Iram, donc un cadavre de quelqu'un qui a été tué, qu'il faut venger, mais dont ressort l'Achaïa maçonnique. C'est le mythe de Christian Rosenkrantz, un autre tombeau, un autre mort, n'est-ce pas? Les noces chimiques de Rosenkrantz, un autre personnage mythologique dont il faut continuer la tradition. Ces Rose-Croix n'étaient pas seulement des loufoques, des magiciens, des gens qui suivaient le négromancier John Dee qui était à la cour d'Élisabeth Ier. Il faisait vraiment cela, c'est-à-dire il essayait de ressusciter les morts par des arts démoniaques, n'est-ce pas? Mais c'était aussi des personnes qui, d'une façon bien plus concrète, voulaient prendre le pouvoir. Ils avaient trouvé justement dans Frédéric du Palatinat et dans sa femme Elizabeth Stuart, la fille du roi anglais, la possibilité de prendre la tête du mouvement protestant, de conquérir le royaume de Bohême, et par là, le projet c'était de conquérir le Saint-Empire lui-même. Et un projet qui a échoué à cause de la bataille de la Montagne Blanche dans laquelle ils ont perdu. Et ils se sont réfugiés alors, toute la cour de ce roi de Bohémie avec sa femme Stuart anglaise et avec ses magiciens en Hollande. C'est là qu'ils vont avoir une influence intellectuelle sur Descartes, sur Leibniz et d'autres personnages. Et c'est de là qu'ils vont avoir une influence sur la politique anglaise, qu'elle soit républicaine, qu'elle soit monarchiste, etc. Et c'est de là qu'ils vont avoir cette influence sur les premières loges maçonniques et sur la Royal Society fondée en 1660. Quant aux Templiers, vous savez, c'est une longue question de savoir si les Templiers véritables, ceux du Moyen-Âge, était innocent ou il était coupable. Il y en a qui le défendent. Nous pensons par exemple à Régine Pernoud. Nous pensons au professeur Correa de Oliveira et d'autres. Ils disent que Philippe le Bel n'était pas si recommandable, je concorde, et donc il faut lui imputer la condamnation des Templiers. Mais il faut dire une autre chose aussi, que quand le roi de France Philippe le Bel s'opposa au pape Boniface VIII, les Templiers étaient de quel côté? Du côté de Philippe le Bel. Et il faut donc penser plutôt avec Monseigneur Benigni, dans son histoire sociale de l'Église, il y a un chapitre, les sectes du satanisme, dans laquelle il décrit la corruption des Templiers en Terre Sainte, due à la contamination avec l'élément musulman et juif qu'ils ont trouvé dans ces pays. Ils sont revenus vraiment porteurs d'occultisme.
C'est pourquoi, si Philippe le Bel n'avait pas peut-être des intentions toutes pures, et pour un motif mauvais, il avait frappé juste. Alors, est-ce que les Templiers ont vraiment une descendance jusqu'à la maçonnerie? C'est difficile à penser, certains l'ont pensé. Est-ce que les francs-maçons les ont pris comme un modèle d'inspiration? Ça, c'est certain, avec le chevalier de Ramsay. Certainement, si vous trouvez des gens qui se prétendent des Templiers aujourd'hui, c'est peut-être des loufoques, c'est certainement des francs-maçons. Alors, je n'ai pas le temps pour continuer, mais je terminerai cette origine par une parole unificatrice. Derrière toutes ces doctrines occultistes, hermétistes, typiques de Rosicrucians, etc., qu'est-ce que c'est que la doctrine qui va unifier tout cela? C'est la Kabbale. C'est la Kabbale juive. La Kabbale juive qui était cultivée par tous ces occultistes et qui n'est pas si différente d'ailleurs des doctrines païennes. Il y a donc une influence réciproque entre la Kabbale juive et les mystères païens, les uns et les autres étant absolument semblables. C'est là qu'il faudra chercher le cœur de la doctrine maçonnique que nous verrons dans la deuxième instruction. Voilà, j'ai terminé. Monsieur l'abbé, quelques questions avant la pause. Une question sur le symbolisme présent chez les maçons. L'usage systématique du symbolisme pour justifier ou pour habiller la présentation de la méthode maçonnique. Le symbolisme, on va en parler dans la deuxième instruction. Je finis quand même. Oui. N'est-ce pas en définitive ce que l'on nomme en politique un entrisme, dont le seul but est de noyauter une structure, un système, spécialement la religion révélée, pour simplement la supplanter? Ça a ce rôle aussi, mais on verra que le symbole pour la maçonnerie ne sert pas pour dévoiler, mais pour cacher. Et les compagnons, je pense qu'on parle des compagnons aujourd'hui, sont-ils reliés à la franc-maçonnerie? Sont-ils dangereux? Et de quels compagnons parle-t-on? Les artisans. Ah non, les artisans, on en a vraiment besoin, donc je me félicite si j'en trouve un qui est compétent. Non? Mais je ne sais pas, peut-être il y a des groupements qui prennent le nom de compagnons, je ne sais pas, évidemment. Dès que vous trouvez des gens qui commencent à se rattacher à des drôles de traditions, il faut soupçonner quelque chose de louche, si vous voulez. Mais pour le reste, s'il y a des artisans et des bons artisans, ils sont les bienvenus. Et quant au système des corporations du Moyen-Âge, Léon XIII propose justement de renouveler les corporations du Moyen-Âge contre la maçonnerie. Donc je ne suis pas contre les corporations. De plus, dans la plupart des pays, les corporations étaient restées tout à fait bonnes. Et c'est seulement dans certains pays, je parle des Anglais en particulier, qu'elles ont été noyautées plus facilement. Vous avez cité Raymond Lull, mais n'est-il pas considéré comme bienheureux à Majorque? C'est vrai. C'est le problème pour ainsi dire, de certains martyrs. Je n'en citerai un autre, Thomas More, n'est-ce pas? Thomas More est saint. Il n'est pas bienheureux, il est saint. Et il est saint, et l'Église, quand il déclare la canonisation, est infaillible, parce qu'au moment de mourir, il a préféré donner sa vie pour la foi. Et là, c'était pour la foi vraiment, donc pour l'Église, pour la primauté du pape, pour la sainteté du mariage, etc. C'est pourquoi il a lavé, je dirais, par son martyre, par son choix décisif au moment de son martyre, il a lavé toutes les erreurs et les péchés éventuels de sa vie précédente. Ce qui n'empêche que si le martyre de Saint Thomas More est quelque chose d'admirable, il faut penser que la pensée de Thomas More est tout à fait mauvaise. Et l'utopie de Thomas More, c'est une sorte de société occultiste socialiste tout à fait dangereuse. Et les principes les plus mauvais y sont proposés. D'ailleurs, c'est dédié à Erasme.
Donc, la même chose pour Ramon Lull. Lull voulait convertir les juifs et les musulmans, ce qui était très bien, n'est-ce pas, par le moyen de la Kabbale, ce qui est très mal, n'est-ce pas? Voilà, au lieu de convertir, il aurait dû lui-même se convertir. Et donc, il est vénéré par toutes sortes d'alchimistes, occultistes, loufoques, etc. Hélas, a raison, parce que parfois, vous voyez ces gens occultistes qui vous disent Saint Albert le Grand était un alchimiste, Saint Thomas était un alchimiste, ce sont des mensonges. Malheureusement pour lui, il a quelque chose de vrai. Donc, vénérons son martyr, il a été martyr de la foi, justement par les musulmans, tertiaire franciscain, il était vraisemblablement de bonne intention, mais pas très lucide, j'imagine. Voilà. On va s'arrêter ici. Quelqu'un a posé une dernière question. Je l'invite à venir la poser directement en privé, parce que je n'arrive pas à le relire. Et on s'arrête ici. Merci, monsieur l'abbé. Vous avez un quart d'heure de pause avant de reprendre.